20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. Bienvenue à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi soir. Notre invité ce soir est Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et député de la 5e circonscription de l'Ain. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme, évidemment, l'épidémie de Covid-19. Depuis ce matin, les grandes surfaces ont interdiction d'ouvrir les rayons dits non essentiels. On fera le point sur les mesures qui impactent l'économie française. On abordera aussi la possibilité d'un durcissement du confinement. Et juste avant d'évoquer la proposition de loi de sécurité globale, on s'attardera sur les attentats qui ont touché la France ces derniers jours. Vous avez présenté, Damien Abad, des mesures pour lutter contre le séparatisme. On verra ça donc avec vous. Et puis dans quelques heures, on connaîtra le nom du nouveau président des États-Unis. Les résultats, ou du moins une estimation, seront donnés tard dans la nuit. Donald Trump ou Joe Biden, quelles seront les conséquences pour la France? On se pose la question dans 20h l'invité. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook avec le hashtag Fréquence ESJ. Vous pouvez poser vos questions à Damien Abad. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Damien Abad. C'est parti. Damien Abad, avant de s'intéresser à votre parcours, c'est le mot du jour, un mot qui illustre une actualité passée un peu sous les radars de ce mardi 3 novembre. Et ce mot, c'est RATP. RATP parce que ses principaux syndicats, dont l'UNSA et la CGT, ont déposé un préavis de grève pour le 19 novembre. Ils appellent à une grève massive en Ile-de-France pour protester contre la privatisation des réseaux de bus dans la région. Privatisation prévue en 2024. Si la RATP perd à ce moment-là l'appel d'offres, ses agents seront transférés à l'entreprise privée gagnante. Un transfert qui ferait perdre le statut et le régime social des salariés. Damien Abad, est-ce que l'État doit garantir la sauvegarde de ce statut ou du moins le maintien des conditions de travail de ses agents? Bon, d'abord, je voudrais dire que je suis pas certain qu'une grève dans cette période-là, qui est une période de confinement extrêmement difficile, dans laquelle on va réduire de manière drastique déjà les transports pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se rendre au travail parce qu'ils peuvent pas faire de télétravail, soit la bienvenue dans ces conditions. Ensuite, je dis très clairement que bien sûr qu'il faut garantir et défendre nos transports en commun. La RATP est une entreprise publique importante qui dessert beaucoup de réseaux, bien entendu, de transport. Moi, ce que je souhaite, c'est que sur ce sujet-là, on ne se retrouve pas avec une tension sociale et un conflit dans ce moment de cette crise sanitaire, dans ce moment de cette crise économique. On a besoin de se serrer les coudes. Mais est-ce qu'il faut donc garantir ce statut qu'ils vont perdre si la RATP est privatisée, si le réseau de bus est privatisé? En tout cas, cette question, elle mérite d'être débattue, d'être posée. Je ne suis pas sûr que le statut en tant que tel soit, je dirais, l'avenir dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 50 ans de la RATP, mais je ne suis pas sûr non plus qu'il faille ouvrir ce débat là, aujourd'hui, en plein confinement. La question, c'est pas le statut des agents de la RATP, la question, c'est l'efficacité du service rendu. La question, c'est tout simplement assurer des dessertes de transport en commun pour tout le monde très efficaces. Donc je pense qu'on prend un peu, si je peux me permettre, le problème un peu à l'envers par rapport à ça. Merci Damien Abad. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Dans quelques minutes, on revient sur les sujets qui font l'actualité en ce moment. Juste avant, on prend le temps en ce début d'émission de mieux vous connaître, Damien Abad. On refait votre parcours qui débute à Nîmes, où vous êtes né, jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale où vous êtes élu. On fait ça avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Alors il y a une quarantaine d'années, vous grandissez dans le Gard, dans une famille de classe moyenne. Bref, une existence à peu près comme les autres, à l'exception que vous naissez avec un handicap, l'arthrogrypose. Ce handicap, ça a forgé votre caractère dès le plus jeune âge et fait l'homme politique que vous êtes devenu. C'est sûr que ça y a contribué parce que vous savez, quand vous avez un handicap de naissance, forcément c'est un combat, forcément c'est aussi une volonté de se dépasser, de faire des choses sur lesquelles on pensait pas forcément pouvoir faire. Donc moi, par l'école, mais également par le sport, ça a été deux vecteurs d'intégration très importants où on apprend le dépassement de soi et la capacité effectivement à aller au-delà de ce que l'on peut et ce que l'on pense faire. Donc oui, ça y a contribué, même si je dis aussi que c'est pas la cause de mon engagement ou la raison d'être de mon engagement, parce que je considère que ce ne doit pas être le combat des personnes handicapées contre tous, mais le combat de tous pour les personnes handicapées. Alors, vous l'avez dit, vous performez scolairement, notamment, vous entrez à Sciences Po Bordeaux, vous ressortez major, vous intégrez Sciences Po Paris, bref, la voie royale, mais à l'ENA, ça coince, vous échouez 2 fois au grand oral, à une époque où la classe politique souvent pointe du doigt la technocratie et les énarques parisiens. Est-ce que finalement vous l'avez échappé belle ?
Ben, je crois que c'est ça. C'est presque une fierté que d'avoir échoué. Ça prouve que l'échec, c'est révélateur de succès à venir. Et en plus, pour tout vous dire et vous faire cette confidence, j'ai échoué à l'oral et on m'a dit parce que j'étais pas suffisamment dans le moule. Et j'ai envie de dire finalement tant mieux, parce que je suis pas sûr que j'étais fait pour une carrière administrative dans un grand corps d'État. Aujourd'hui, je me retrouve davantage dans la politique à condition que la politique soit faite pour transformer, pour changer les choses et non pas tomber dans des batailles politiciennes qui n'intéressent plus personne. Donc j'ai envie de dire, peut-être que c'est un mal pour un bien. Enfin, je peux quand même vous dire que sur le moment, j'étais forcément déçu parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement pendant l'été en plus. Et j'ai pu rattraper des places à l'oral, mais j'étais malheureusement trop loin à l'écrit. En tout cas, vous ne restez pas sur cet échec. Vous intégrez le monde politique à cette période, mais un peu plus au centre de l'échiquier politique qu'aujourd'hui. Pourquoi vous êtes à l'époque à l'Union pour la démocratie française ou le Nouveau Centre et non pas à l'UMP déjà à l'époque? Parce que l'UDF était ma famille politique pour deux raisons. Parce que je suis un pro-européen, je suis un Européen convaincu. Et vous savez, j'avais 9 ans quand il y a eu la chute du mur de Berlin. Et ça, c'est une image qui restera à jamais dans ma mémoire et qui m'a marqué et qui a marqué aussi mon engagement politique. Et je me suis dit que l'Europe était certainement la plus belle idée qu'on ait eue au XXe siècle. Alors on pourra débattre ensuite sur les difficultés de l'Europe actuelle, mais n'oublions quand même pas ça. C'est quand même grâce à l'Europe qu'aujourd'hui on a la paix, même si elle est fragile, et la liberté entre les peuples européens. Donc, et à l'époque, l'UMP ne représentait pas tout ça. UDF, RPR, et donc l'UDF était le parti pro-européen. Et la deuxième raison, ce sont les libertés. C'est que d'abord la liberté de penser. On est dans un parti ou mouvement politique, l'UDF, dans lequel on avait le droit de pas tous penser la même chose, et en plus on défendait les libertés. Ce qui n'était pas le cas à l'UMP à l'époque. C'est pas, encore une fois, c'était pas l'UMP, c'était le RPR, et donc à l'époque je trouvais en tout cas que l'UDF correspondait mieux à la fois cette défense des libertés qui était essentielle pour moi et également cet engagement européen. Donc naturellement je me suis engagé à l'UDF, puis ensuite il y a eu la scission, la séparation, l'UMP qui est arrivé, enfin tous ces sujets-là qui ont fait qu'il y a eu une évolution pour moi vers l'UMP. Tout va aller relativement vite dans votre carrière ensuite. Vous connaissez vos premiers mandats à partir de 2008, vous devenez conseiller municipal pendant 2 ans dans une ville du Gard, eurodéputé pendant 3, conseiller régional puis départemental. Bref, vous avez fait presque tous les mandats. Pourquoi une telle diversité des fonctions, et aussi est-ce que tout ne s'est pas enchaîné un peu vite? Bon, j'ai pas fait le mandat de sénateur, vous avez remarqué. Pas encore. Mais simplement, pourquoi c'est enchaîné? Parce que moi je considère que la politique c'est une mission, et je considère que je suis pas là pour durer dans les mandats. Je suis là pour marquer les esprits et agir. C'est pas la même chose. Et donc, quand j'ai été élu pour la première fois dans la ville du Gard, qui est une belle ville qui s'appelle Vauvert, de 10 000 habitants, j'ai été élu conseiller municipal, quasiment le dernier de liste. On avait gagné d'ailleurs à 16 voix cette première élection. C'était une grande fierté pour moi que d'avoir cette élection municipale en premier. Puis ensuite, j'ai eu la chance, grâce à Hervé Morin, grâce au Nouveau Centre, d'être élu député européen. J'étais le plus jeune parlementaire français en 2009. C'est un mandat passionnant que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, cette opportunité ensuite d'arriver à l'Assemblée nationale, d'être député en 2012, parce que je suis arrivé dans le département de l'Ain, un département que je connaissais pas. Je m'y suis investi, j'ai travaillé, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai eu la chance d'être élu député en 2012. J'ai envie de dire parce que j'ai gagné. Justement, quand on est du Gard, quand on a eu son premier mandat local là-bas, ensuite vous êtes eurodéputé, mais dans la circonscription du Sud-Ouest, à une vingtaine de kilomètres là où vous étiez. Ensuite, l'Ain, qui est beaucoup plus à l'est et au nord. Comment expliquer ce changement, le fait de dériver plus vers l'est? C'est la députation européenne qui m'a amené vers l'Est, puisque j'ai été élu dans la grande région Sud-Est qui effectivement reprend Rhône-Alpes. Et à 2 kilomètres près, Vauvert, qui touche Sainte-Marie-de-la-Mer, était de l'autre côté. Et donc j'ai fait le choix de m'investir en Rhône-Alpes. Mon père étant né à Saint-Étienne, la famille en Rhône-Alpes. Et donc au départ, ma terre d'implantation a été Lyon, et je me suis installé à Lyon comme député européen. Et puis ensuite, les discussions politiques ont fait que finalement je me suis retrouvé dans le département de l'Ain. Je vous raconte juste cela, mais j'ai eu 24 heures pour décider du choix de mon implantation dans l'Ain. Et j'ai dit à l'époque à Xavier Bertrand, qui était secrétaire général du parti, et Hervé Morin, qui était président du Nouveau Centre, j'aurais dit ok, mais par contre je mets une condition: si ça me plaît, j'y reste, et j'y reste pour très longtemps. Mais alors qu'est-ce que vous dites aux personnes qui pourraient peut-être souligner un parachutage? Mais on est dans une radio jeune.
Vous imaginez si à chaque fois que vous déménagez, à chaque fois que vous êtes en mobilité, à chaque fois que vous changez de ville, on vous dit que vous êtes un parachuté? Non, je pense qu'au contraire c'est une richesse, c'est une fierté. Et moi, pour vous, pour l'engagement politique, il n'y a pas besoin d'être raccroché à un certain territoire. Le problème c'est pas ce qu'on a fait dans le passé, c'est ce qu'on va faire dans l'avenir. Les habitants de l'Ain, ils m'ont pas demandé, ils m'ont pas donné un gage parce que j'étais né dans l'Ain, forcément j'allais être le meilleur des députés. Non, ce qui compte c'est pas que je sois né dans l'Ain, ce qui compte c'est que je reste durablement dans ce département pour le défendre, pour le porter haut et fort et pour défendre ses couleurs. C'est ça l'enjeu en politique. C'est pas de dire on reste pendant 10 ans dans le même endroit. En 2012 en tout cas, à seulement 32 ans, vous devenez député de la 5e circonscription de l'Ain. Vous avez été eurodéputé à partir de 29 ans, donc beaucoup de précocité. Vous aviez déjà essayé dans les Yvelines 5 ans plus tôt d'être député. À l'époque, vous rejoignez officiellement l'UMP. Pourquoi avoir fait ce choix à ce moment-là ? C'est Nicolas Sarkozy qui m'a amené à l'UMP très clairement. J'ai été séduit par le personnage, par sa capacité à fédérer, à rassembler, à porter un discours sur l'ascenseur social, sur le mérite, sur la réussite, sur le travailler plus pour gagner plus. Et donc clairement, c'est l'homme Nicolas Sarkozy qui m'a amené à l'UMP parce que voilà, je crois en cette droite-là. Déjà à l'UDF, j'étais certainement un des marqués le plus à droite. Donc c'était pour moi une continuité. En fait, il n'y a pas eu de rupture. C'était une continuité dans le chemin et dans l'évolution. Une fois devenu député, vous êtes l'un des seuls représentants avec un handicap dans l'hémicycle. Est-ce que c'est une identité que vous mettez en avant ou finalement vous avez un peu marre qu'on vous en parle toujours de votre handicap ? Non, j'en ai pas marre, je comprends tout à fait. Il faut simplement trouver le bon équilibre. Pourquoi ? Parce que ça serait de la condescendance pour moi que ne pas traiter la question du handicap. Et je sais bien l'attente qu'il y a des personnes handicapées, qui est très importante sur la question d'accessibilité, sur tous les sujets. Et donc, j'ai un devoir et une responsabilité à l'égard de ces personnes de les représenter dignement et avec force. Et en même temps, je crois qu'il ne faut pas que non plus je m'enferme dans cette question-là. Et d'ailleurs, ce ne serait pas bon non plus pour toutes les personnes handicapées. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le combat de tous pour les personnes handicapées. Ce n'est pas le combat des personnes handicapées contre tous. Ce n'est pas la même chose. Moi, je suis heureux quand j'ai des députés de mon groupe ou d'autres groupes qui parlent des questions du handicap. Je suis heureux quand je vois que le handicap, ça peut concerner potentiellement tout le monde et que tout le monde doit en parler, bien entendu. Et c'est ça, donc j'ai envie de dire, ni condescendance, ni enfermement. Merci Damien Abad. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Aujourd'hui, la France a connu encore une fois son plus haut pic de décès depuis le début de la deuxième vague de Covid-19. 426 morts en 24 heures selon Santé publique France. Alors doit-on renforcer les mesures sanitaires et le confinement ? On voit ça dans quelques instants. Tout de suite, c'est Teenage Dream de Katy Perry sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h15 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. On est toujours avec Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains. Et le reconfinement a débuté depuis moins d'une semaine et il pourrait déjà être prolongé. Pourtant, de nombreux professeurs appellent le gouvernement à ouvrir les universités. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Damien Abad, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est utile ce confinement ? Oui, il est utile, il est nécessaire, il faut le rappeler, parce qu'il faut protéger les Français, parce qu'on est face à un pic sanitaire important qui va encore augmenter malheureusement dans les 15 prochains jours ou les 3 prochaines semaines, et que donc malheureusement il est utile, mais il est utile aussi parce qu'il y a eu des défaillances dans la stratégie gouvernementale sur le tester, tracer, isoler, et que cet échec-là fait que malheureusement il n'y avait plus de bonnes solutions et qu'on était face à cette nécessité de reconfinement. Et lorsqu'on voit les élèves qui doivent quand même aller à l'école jusqu'au lycée, de nombreuses personnes qui empruntent encore les transports pour aller faire leurs courses ou aller travailler, on a un peu l'impression qu'on n'est pas vraiment en confinement. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Veut dire, on a en plus des datas qui sont rendues publiques par Apple et Google qui montrent que ce confinement il est beaucoup moins respecté. Est-ce qu'on n'aurait pas dû rester en couvre-feu ? En tout cas, je crois qu'il faut faire attention à l'entre-deux. Parce que l'entre-deux, le risque, c'est de perdre des deux côtés, sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Moi, je pense qu'il faut donner des principes simples aux Français. 1, il faut le confinement. Deuxièmement, il faut un confinement avec le maintien de l'activité du travail. Contrairement au premier confinement, parce qu'aujourd'hui, on a une situation économique qui ferait qu'un reconfinement, comme au mois de mars, serait intenable sur le plan économique, social, mais aussi psychologique. Mais uniquement le travail. Et c'est là où le bas blesse. Le bas blesse parce que les commerçants ne peuvent pas exercer leur travail d'un côté, et parce que peut-être il y a des relâchements ici ou là
et des gens qui utilisent finalement le travail pour d'autres raisons. Comment est-ce qu'on évite du coup ces débordements? Comment est-ce qu'on impose juste aux Français de dire vous ne sortez pas si c'est pas pour travailler? D'abord, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Je rappelle quand même que nous avons aujourd'hui des gens dans des lieux de réanimation. Je prends l'exemple de ma région, dans mon département, encore ce week-end, une clinique comme une clinique d'Amberieu qui a simplement 100 lits, une trentaine pour les Covid. Ils ont fait 15 transferts. Ça veut dire qu'on a transféré 15 malades de Amberieu en Bugey dans d'autres régions de France. Donc ça veut dire que nos capacités en termes de réanimation sont aujourd'hui déjà saturées et qu'il faut que tout le monde entende cela. Personne n'a envie de voir ni ses grands-parents ni ses parents mourir sur un lit d'hôpital. Mais vous comprenez aussi que ça peut être très dur aussi pour les Français d'être confinés et de n'avoir le droit de sortir uniquement pour aller travailler. Socialement et psychologiquement, c'est très dur aussi pour les Français. J'en ai parfaitement conscience, et notamment pour la jeune génération. Et je mesure ça. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est difficile à 20 ans, à 30 ans, et même à 40 ans, d'être dans ces conditions-là. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que oui, c'est difficile. Simplement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a besoin aujourd'hui qu'on ne soit pas dans une guerre de génération entre d'un côté les aînés et les jeunes. Et moi, je veux dire, globalement, il y a quand même un respect des choses. J'ai pas vu non plus, y compris notamment dans le premier confinement, j'ai pas vu. Bien sûr, on a eu des débordements, des choses, etc. Mais enfin, globalement, il y a beaucoup de jeunes qui respectent, qui sacrifient, y compris leur vie personnelle, leur vie privée, et c'est parfois difficile. Justement, est-ce qu'il faudrait rouvrir les universités françaises aujourd'hui, Damien Abad? Non, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les universités françaises, dans les 3-4 prochaines semaines, ça va être difficile. J'ai même une crainte, pour tout vous dire, sur une éventuelle fermeture des lycées si la propagation sanitaire augmente. Mais je pense aussi que il faut pas qu'on tombe non plus dans un climat de peur, de panique, de psychose généralisée. Il faut aussi qu'on donne une espérance à notre jeunesse. Il faut aussi que, on puisse expliquer. Il faut que très vite. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que, après ce confinement, on réussit ce déconfinement. Ça veut dire qu'on soit capable de tracer, de tester, d'isoler très rapidement pour qu'on n'ait pas une troisième vague. Et aujourd'hui, les étudiants dans les universités, ils voient une injustice qui est flagrante. Selon eux, quand ils voient les lycéens qui, eux, peuvent toujours aller dans leur lycée, les gestes barrières, ils sont mieux respectés dans les lycées que les universités, selon vous, Damien Abad? Non, c'est pas ça. C'est simplement que dans la décision qui a été prise, c'était une décision pour éviter des afflux importants de population et pour éviter que, malheureusement, c'est les jeunes entre 18 et 35 ans qui sont parfois peu symptomatiques ou asymptomatiques mais qui peuvent transmettre le virus. Mais je le dis aussi, je pense que le gouvernement ne fait pas assez pour l'accompagnement des études supérieures. Je ne voudrais pas que notre jeunesse soit une génération sacrifiée. La génération Covid ne peut pas être une génération sacrifiée où on les empêche de faire les études, où ils vont vivre avec un fardeau de la dette incroyable et où demain c'est comment on empêche ça, Damien Abad? Comment on empêche également ce décrochage scolaire qui est massif? D'abord en faisant le confinement le plus court possible. Ensuite, en organisant le déconfinement avec une stratégie efficace de tester, tracer, isoler. Et enfin, en permettant à tout le monde de pouvoir poursuivre leurs études, y compris quand parfois ça ne se fait pas en présentiel. Vous dites un confinement le plus court possible, c'est-à-dire à quel jour il faudrait rouvrir la société? À quel jour, si c'est quel jour? La plupart des experts de santé expliquent qu'un confinement d'un mois, là, ne sera pas du tout nécessaire pour réduire le nombre de personnes à l'hôpital. Si après ce confinement, on échoue sur le déconfinement, on aura un troisième confinement. Et on aura un troisième confinement au mois de janvier ou au mois de février. Personne ne veut de cela. Donc, moi, j'ai envie de dire, si ça dure 3 semaines, 4 semaines, peut-être, peu importe. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on gère cette sortie. Et la sortie, c'est 2 mesures très concrètes. Quand on fait un test, on doit voir le résultat tout de suite. Parce que si on est positif, on s'isole tout de suite. Pas dans 48 heures, même pas dans 24 heures. Et la deuxième chose, c'est aussi la politique de l'isolement. Elle est fondamentale si on veut casser les chaînes de contamination. Si on fait ça, eh bien alors on pourra gérer les choses et on pourra faire en sorte que tout le monde puisse retrouver le chemin des universités. Merci Damien Abad. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Twitter ou Facebook. Vous pouvez poser vos questions à Damien Abad et on se charge ensuite de les lui poser. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag Fréquence ESJ. On le sait, donc la France est à nouveau confinée depuis jeudi. L'Hexagone revit plus ou moins comme en mars dernier. Les petits commerces sont parmi les premiers à en faire les frais. Restaurateurs, libraires, grande distribution ont fait le point sur l'économie française à l'heure du confinement avec Bastien Cochet. Damien Abad, il y a des commerces qui sont vraiment non essentiels selon vous? C'est très difficile à faire la séparation entre essentiel et non essentiel parce que ce qui est essentiel pour vous le sera peut-être pas pour moi et inversement. Mais alors c'est difficile, mais comment on fait? Eh bien, en tout cas, on fait pas comme ça.
Parce que la réalité, c'est que là, on a créé de la confusion et que personne n'y comprend rien. C'est Kafka à la tête du gouvernement. C'est ça la réalité. Donc moi, ce que je dis très clairement, c'est que, on doit pouvoir rouvrir les commerces de proximité pour une raison très simple. Personne ne comprend que vous puissiez pousser votre caddie dans un supermarché avec des centaines de personnes autour ou prendre votre transport en commun, le RER ou le métro, et que dans le même temps, vous puissiez pas aller dans une boutique de vêtements dans laquelle chaque client rentre l'un après l'autre. Alors justement, dans les grandes surfaces, on a décidé de fermer des rayons comme les textiles, les meubles, le maquillage, la culture ou les jouets. Vous approuvez cette mesure ? Non. Pourtant, ça va dans votre sens. Ça pourrait aider. C'est du perdant-perdant. C'est très français. C'est-à-dire qu'on a un problème, eh bien, au lieu de faire une fermeture, on en fait deux. Non, ma proposition, elle est exactement l'inverse. C'est de dire, on rouvre les commerces de proximité. Simplement, deuxièmement, pour les rouvrir, on demande une autorisation au préfet dans chaque département. C'est pas la même chose d'ouvrir un commerce de centre-ville à Paris ou dans un village de 500 habitants. Les préfets doivent pouvoir regarder la situation locale. Et troisièmement, on met en place une attestation hebdomadaire, c'est-à-dire que vous avez droit, pas tout le temps, une fois par semaine, d'aller dans un commerce de proximité. Cette attestation sera téléchargeable sur l'application déposée par le gouvernement, qui est l'application Tous Anti-Covid, ce qui permettrait d'avoir une régulation des flux de déplacement. Mais alors, cette proposition d'attestation hebdomadaire pour aller dans des commerces non essentiels de proximité, est-ce que vous pouvez comprendre que dans la tête des soignants, ça revienne à ne presque plus faire de confinement ? Mais attendez, et vous croyez que quand on fait des attestations tous les jours pour aller dans des commerces essentiels, ça pose pas question ? Moi, je préfère qu'on régule les choses plutôt que ça soit le bazar. Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est qu'un confinement injuste, c'est un confinement raté parce qu'un confinement non respecté. Mais alors, dans votre proposition, qui reste fermé ? Personne ? Mais si. Les secteurs malheureusement où il y a une contamination qui est importante, la culture, le sport, l'événementiel, les cafés, les restaurants. Et l'autre chose, c'est que dans ma proposition, on reste toujours sur la logique confinement avec simplement capacité d'aller au travail ou à l'école. C'est la même logique. Mais pourquoi est-ce qu'on autorise à toutes les autres professions, on l'empêcherait de le faire aux commerçants ? Au nom de quoi ? Vous savez, quand c'est injuste, et c'est là où les Français se mettent en colère. Et quelque chose d'injuste ne sera pas respecté. Alors, vous parliez d'un processus kafkaïen, mais vous appelez à faire du cas par cas avec les préfets qui décident. Vous trouvez pas que ça pourrait amener les Français encore plus, y voir encore plus fou Non, parce que ça situations. Sera à l'échelle locale. On l'a fait pour les marchés alimentaires. Vous savez, pour les marchés, le dimanche, le mercredi et autres, etc., on l'a fait à chaque fois et ça a très bien fonctionné. Parce que quand vous faites un marché dans une commune de 300 habitants ou quand vous faites un marché où il y a 4000 personnes, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes règles. Et surtout, c'est pas la même propagation du virus. Donc, il faut faire preuve de sang-froid et surtout faire confiance au territoire là-dessus. Et on peut avoir cette approche local avec un cadre national. On l'a fait pour les marchés alimentaires, on peut le faire pour les commerces de proximité. Vous en parliez tout à l'heure, les restaurants, les bars, les boîtes de nuit aussi, qui sont fermées depuis maintenant 9 mois. Vous trouvez que les aides sont suffisantes pour ces secteurs-là ? Vous savez, oui, les aides sont fortes, mais malheureusement, les restaurateurs, comme les cafetiers, comme les gérants de discothèques me disent tous la même chose. On n'a pas envie de vivre toute notre vie du produit des aides. On veut vivre du fruit de notre travail. Et que donc, aujourd'hui, ce qu'ils veulent surtout, c'est une perspective. C'est un cap. C'est un horizon. C'est ça dont on a besoin. La politique de stop and go, je confine, je déconfine, je confine, je déconfine, honnêtement, elle va plus marcher très bien. Oui, mais est-ce que quelqu'un aujourd'hui en France est capable, selon vous, de dire un cap précis, ou est-ce qu'on est tous un petit peu dans le flou ? Moi, je vous le dis très clairement. Est-ce qu'on peut vraiment faire mieux que ce qu'est en train de faire le gouvernement ? Oui, franchement oui. Il faut quand même qu'on se dise les choses. Autant il faut être humble dans la gestion de la crise, autant personne n'est parfait et je suis pas là pour donner des leçons, autant faire mieux que le gouvernement en ce moment, c'est quand même pas très compliqué. Voilà, juste en mettant un peu de bon sens, un peu de simplicité, un peu de cohérence, un peu de constance. Et je pense qu'on améliorera déjà grandement les choses. Ensuite, l'horizon, il faut qu'on se parle franchement. L'horizon, c'est l'été 2021. Parce que la réalité, c'est celle-là. On sait qu'on a un virus quand même sensible déjà au froid en tant que tel. Et on sait qu'on n'est pas à l'abri d'une troisième vague. Et que tant qu'on n'a pas le vaccin et tant qu'on n'est pas sorti entièrement de cette épidémie... Vous êtes résigné à vivre une année morte jusqu'à cet été ? Je ne suis résigné à rien. Sinon, je ne serais pas là ce soir et je ne serais pas engagé en politique. Mais je dis simplement que ne pas être résigné n'empêche pas de dire la vérité. La vérité, c'est que ça sera difficile jusqu'au l'été. Et la vérité aussi, c'est que plus on sera efficace nos sautes de mesures, moins elles seront injustes, plus elles seront comprises par les Français et plus il y aura un retour à la vie normale. Le FMI a déclaré que la réduction du déficit ne doit pas être une source de préoccupation tant que la crise persiste. Vous partagez l'avis du FMI qu'il faut faire courir le déficit et ne pas s'en préoccuper pour l'instant ? Je dis aussi que la réalité, c'est que la dette, un jour, on la rembourse.
La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. On donne le sentiment aujourd'hui aux Français que finalement on peut dépenser, sortir des milliards d'euros, c'est pas très grave. Mais la vérité, c'est que c'est notre génération qui va payer cela. Et moi, j'ai pas envie que dans 2 ans ou dans 3 ans, on ait un nouveau gouvernement qui augmente massivement les impôts parce que personne n'aura pris ses responsabilités. Donc, il faut un plan de relance, oui. Il faut soutenir nos secteurs en difficulté. 3 fois oui. Moi, je le dis, même, j'avais proposé des annulations de charges sociales et fiscales sur les entreprises et une baisse de TVA ciblée pour les restaurateurs. Mais peut-être qu'il y a un certain nombre d'argent qu'on a distribué ici ou là dont on n'aurait peut-être pas eu besoin de le faire parce qu'on constate que sur les territoires, eh bien, la mise en œuvre n'est pas très effective. Mais avec la dette qui s'accumule déjà depuis la crise des subprimes, plus la crise du Covid actuelle, est-ce qu'on n'est pas en train de changer de paradigme et finalement de vouloir un petit peu sortir de ce fonctionnement de société, le fonctionnement capitaliste ? Vous savez, la vérité aujourd'hui, c'est que la souveraineté d'un pays, elle dépend aussi de sa souveraineté économique et budgétaire. N'oublions jamais que la France est tombée sur le coronavirus parce qu'elle a été désarmée sur le plan sanitaire et qu'elle a perdu sa souveraineté sanitaire. Si demain, la France, en plus de sa souveraineté sanitaire, perd sa souveraineté économique, sa souveraineté budgétaire et peut-être après-demain sa souveraineté alimentaire, alors elle court de gros risques. Donc moi je suis de ceux qui pensent que la dette, il n'y a pas d'argent magique et que même s'il ne faut pas en faire un combat de tous les jours, on doit quand même la maîtriser pour préserver l'avenir de notre génération actuelle et future. Merci Damien Abad. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Dans moins de 3 minutes, on aborde un sujet que vous connaissez bien, Damien Abad. Vous avez travaillé dessus et proposé des mesures pour lutter contre le séparatisme islamiste. Vous jugez d'ailleurs celle du gouvernement insuffisante. Juste avant, sur Fréquence ESJ, c'est Like It Is de Kaigo sur Fréquence ESJ It's and Talk. 20h31 sur Fréquence ESJ It's and Talk. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Damien Abad, député Les Républicains de la 5e circonscription de l'Ain, est avec nous jusqu'à 21h. Et depuis l'attentat qui a coûté la vie au professeur Samuel Paty il y a plus de 2 semaines, de nouvelles attaques terroristes ont suivi en France, à Nice ou encore hier à Vienne en Autriche. Des événements tragiques qui relancent le débat sur le séparatisme et l'insécurité. Axel Rebaud. Damien Abad, vous avez déclaré dans Le Parisien il y a 2 semaines que ces attaques étaient une déclaration de guerre. On est en guerre contre qui aujourd'hui ? Contre l'islamisme radical et politique. Oui, c'est une guerre. Oui, c'est un combat de tous les instants. Et oui, il faut utiliser tous les moyens possibles pour gagner ce combat. C'est fondamental. Nous sommes en guerre, ce sont des mots qu'on avait beaucoup reprochés au Premier ministre Manuel Valls en 2015. Vous considérez qu'on a trop longtemps voulu ne pas voir le problème en face ? Oui, très clairement. On a sous-estimé, on a évité, on a contourné. C'est le fameux pas de vague. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on la prend en pleine face. Et je crois profondément que si on veut gagner cette guerre, il faut nommer les choses, il faut agir, passer des paroles aux actes, et surtout ne renoncer à rien. Et je pense que c'est un enjeu, pour moi c'est l'enjeu numéro 1, parce que si on vit sous le régime de la peur, si on vit sous le régime de la contrainte permanente, alors on n'est plus en démocratie et en liberté. Certains disent que c'est votre discours qui joue sur la peur. On a longtemps associé ce genre de mesures à Marine Le Pen et au Rassemblement National et son combat contre le fondamentalisme islamiste, comme elle le nomme. Est-ce que vous rejoignez aujourd'hui Marine Le Pen dans ce combat, Damien Abad ? Non. Et d'ailleurs, soyons très clairs, qui a évoqué l'islamisme radical avant les autres ? C'est François Fillon dans son livre. Et tout le monde peut le relire aujourd'hui, c'est une actualité incroyable. Pourtant, on peut reprocher beaucoup. Le combat contre le fondamentalisme islamiste, c'était quand même, c'est toujours même le fer de lance du combat de quelle Marine erreur. Le Pen. Excusez-moi de vous dire, quelle erreur fondamentale que de laisser le champ libre à Madame Le Pen pour s'attaquer à la question de l'islamisme radical alors qu'elle n'a aucune solution et qu'alors qu'elle vit des problèmes des Français. La réalité, c'est quoi ? La différence entre le Rassemblement National et la droite, je vais vous dire, c'est très simple. C'est que le Rassemblement National est dans l'amalgame permanent. L'amalgame permanent entre l'islamiste radical et le musulman. La droite, elle est dans la fermeté absolue. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est quoi les mesures aujourd'hui, Damien Abad ? C'est de reconnaître d'abord qu'il y a des musulmans qui sont tout à fait intégrés dans la société française, qui méritent notre soutien, notre considération, notre respect, et que dans le même temps, il faut agir sans aveuglément. Et c'est la différence avec le macronisme, sans aveuglément, par rapport à cette question centrale qui touche quand même à nos libertés, à notre manière de vivre et de fonctionner. Et donc, je le dis encore une fois, la droite, on peut faire tous les reproches que l'on veut à la droite, mais il y en a un qu'on ne peut pas faire, c'est qu'elle a eu une constance absolue sur ces sujets de lutte contre l'islamisme radical. Vous dites que vous n'êtes pas dans l'amalgame, contrairement au Rassemblement National. Vous avez proposé dans le Parisien
selon vous, on devrait interdire les menus confessionnels dans les écoles publiques, donc le halal ou encore le kasher. Il est vraiment là le combat contre l'islamisme, Damien Abad? Ça fait partie. En quoi c'est de l'amalgame? C'est juste d'éviter que la France soit une société de communautés les unes à côté des autres. N'oublions pas ce que disait Ernest Renan. L'exercice de la nation est un plébiscite de tous les jours. Le vouloir vivre ensemble, c'est ce qu'on doit construire en permanence, tous. Et que donc, soyons très clairs, moi je suis, et c'est la différence entre les menus confessionnels et les menus dits de substitution. C'est-à-dire que je ne veux pas que demain, on tombe dans une société où finalement, il y aurait des atteintes permanentes à la laïcité. Je le dis, la laïcité, c'est pas la négation de la religion, c'est la reconnaissance du pluralisme. De juste reconnaître qu'il y a des communautés en France. Mais attention, soyons très clairs. La laïcité, ce n'est pas la négation du fait religieux. La laïcité, c'est la reconnaissance du pluralisme des religions. Pourtant, vous dites qu'on ne devrait pas avoir différentes communautés. Je termine mon raisonnement. La religion, non, on peut pas. La France n'est pas une société de communautés qui vivent les unes à côté des autres. Je ne crois pas au modèle du communautarisme. Je ne crois pas à ça. Je crois à une république une et indivisible, avec des différences, avec des sensibilités, avec des expressions, avec des identités, bien entendu. Mais soyons très clairs, la république doit être une et indivisible. Et que donc, pour terminer mon raisonnement, la religion, quand elle relève de la sphère privée, elle relève de la sphère privée et c'est pas à l'État, au gouvernement, aux responsables politiques de s'en mêler. Mais là où il y a un sujet, c'est quand la religion veut s'imposer ou imposer ses vues dans la sphère publique. Et c'est là où le législateur doit agir. Donc, selon vous, on essaye aujourd'hui d'imposer les menus, par exemple, halal dans les écoles publiques? Je dis aujourd'hui, et d'ailleurs je rejoins une proposition de loi que nous avons faite, c'est une proposition de loi constitutionnelle qui dit une chose très claire dans la Constitution qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa religion ou de son origine pour échapper à la règle commune ». C'est très clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des règles communes et ces règles elles doivent être respectées par tous, partout. Donc dans les écoles publiques, ce genre de menus communautaires, vous y êtes opposé. Est-ce qu'à terme, il faudrait, selon vous, les interdire également dans les grandes surfaces? Non, non, mais vous savez, c'est le débat qu'il y a eu avec M. Darmanin. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Franchement, tout à l'heure, vous avez démarré votre sujet en parlant de la lutte contre l'islamisme radical. Permettez-moi de vous dire que dans la lutte contre l'islamisme radical, pour moi, les priorités, quelles sont-elles? D'abord, c'est expulser tous les étrangers qui sont sur fichier S et qui sont radicalisés. C'est faire en sorte que quand on va avoir des anciens terroristes qui vont sortir de prison, on puisse les contrôler, les suivre. Ça s'appelle la rétention de sûreté, que le Conseil constitutionnel nous a interdit de faire. C'est le fait de pénaliser la consultation des sites djihadistes. Là aussi que le Conseil constitutionnel nous a censuré. C'est déchoir de nationalité celles et ceux qui sont partis faire le djihad hors de France. Ce sont, vous voyez, des mesures concrètes. Et pour les personnes qui arriveraient sur le territoire français, vous êtes pour mieux réguler les frontières françaises? Il faut les fermer également? Françaises et européennes. Je vous rappelle qu'on est dans un espace Schengen, qu'il y a des règles communes dans cet espace Schengen et qu'on ne peut plus être aujourd'hui être une Europe passoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Moi, je ne peux plus accepter que la France soit le premier pays en termes de demandeurs d'asile, le premier pays d'Europe. Il y a aujourd'hui quasiment 400 000 étrangers qui entrent en France. 400 000. Comment voulez-vous faire dans le même temps? Pouvoir intégrer tout le monde, éviter des phénomènes de radicalisation et avoir une société dans laquelle il y a aujourd'hui 400 000 personnes qui entrent et parfois même de manière irrégulière, sans contrôle. J'ai été président de département, j'ai vu ce qui s'est passé avec les mineurs non accompagnés. C'est indigne, pour le mineur comme pour nous. Merci Damien Abad. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h39 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Sachez que vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les applications de radio comme TuneIn ou Radioline, mais aussi sur vos enceintes connectées. Fréquence ESJ vous suit partout. Et demain, les députés de l'Assemblée nationale débattront du projet de loi sur la sécurité globale. Le texte prévoit notamment d'interdire la diffusion d'images de policiers et de gendarmes en service. De nombreux journalistes craignent de voir reculer la liberté de la presse. Axel Rebaud. Damien Abad, comment est-ce qu'on prouve une violence policière si on ne peut pas filmer les policiers? Non, mais vous savez, la question, c'est quand même la protection de notre police. J'ai été encore avant-hier dans ma circonscription, dans l'Ain, alors pas avec des policiers, mais avec des gendarmes, et la problématique est la même. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, aujourd'hui, je ne peux plus amener ma fille au manège dans la commune dans laquelle je vis, parce que je reçois des menaces. Donc aujourd'hui, on doit choisir entre protéger les forces de l'ordre et protéger la liberté des personnes. C'est très grave ce qui se passe. Il
faut pas minimiser le sujet ou le banaliser, c'est très grave. Vous imaginez un policier avec toute sa famille qui aujourd'hui ne peut plus se déplacer tranquillement et a besoin de son arme en permanence, y compris parce qu'il est en civil, parce qu'il se sent menacé sur le territoire de la République? Est-ce que ça, c'est acceptable? Et est-ce que là, nous, on a des pudeurs de gazelle par rapport à ça? Non. La réalité, c'est quoi? C'est que là où il y a des violences policières, il doit y avoir bien sûr des sanctions. Mais quand on fait croire aux Français que le problème, ce sont les violences policières, alors qu'on a eu des policiers qui ont dû faire face en permanence au moment de beaucoup de manifestations, et là encore, avec des menaces, avec des attaques. On ne néglige pas ces menaces et la sécurité des policiers qui est primordiale, mais on a aussi également eu beaucoup de violences policières lors notamment des manifestations des Gilets jaunes, beaucoup de blessés. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait? On doit vraiment choisir entre protéger nos policiers et protéger nos journalistes également et les manifestants? Les deux, mais soyons très clairs. Moi, ce que j'ai vu pendant les mouvements des Gilets jaunes, bien sûr qu'il peut y avoir ici ou là quelques violences policières, mais j'ai aussi vu beaucoup de manifestants violents. J'ai aussi beaucoup vu de policiers désarmés. La France a quand même été épinglée par l'Union européenne dans sa gestion ou alors on vit pas dans de le l'usage même de la violence. Bon, d'accord, mais enfin, la réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a eu de plus en plus de violences et d'agressions à l'égard des policiers. Ça augmente sans cesse. Et moi, je vous dis très clairement que quand on agresse des forces de l'ordre, eh bien, il n'y a pas de remise de peine possible. Et il y a le rétablissement de peine minimale incompressible. Je le dis parce que je voudrais pas qu'on donne le sentiment. Et on l'a fait avec toute vous savez, tout le débat qu'on a eu sur la méthode d'étranglement et autres, etc. Le sentiment que finalement, le problème c'est notre police. Non. Le problème c'est la délinquance. Le problème c'est l'insécurité. Et quand il y a des violences policières, parce que je ne les nie pas, il peut y en avoir bien entendu, eh bien, il y a des sanctions qui sont prévues et qui doivent être effectives. Mais ne faisons pas croire que le problème numéro 1 et que le sujet numéro 1 serait un fléau de violence policière en France au moment même où l'insécurité n'est jamais aussi forte. Pourtant, on a eu un flot de vidéos qui sont parues sur les réseaux sociaux qui montraient des policiers en manifestation avec souvent le visage masqué et sans matricule, ce qui est pourtant illégal et presque jamais puni. Donc, de quoi est-ce que le projet de loi est censé protéger les policiers, puisqu'ils ne sont déjà pas ou très peu sanctionnés lorsqu'ils font des excès? Mais vous avez vu, comme moi, des policiers à terre? On en a vu, mais on a vu également. Est-ce que vous avez vu comme moi des policiers recevoir des projectiles? Vous avez vu comme moi donc il faut choisir entre qui protéger. Est-ce que vous avez vu comme moi des policiers qui sont morts parce qu'ils ont été attaqués violemment? On a également vu des manifestants qui ont c'est une réalité très grave. Donc je vous dis très clairement, sur ce projet de loi, il y a la question notamment de la légitime défense. Et la légitime défense, elle est fondamentale. Peut-être que certains l'acceptent, moi je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas aujourd'hui qu'un policier qui défend la sécurité, qui défend l'ordre, puisse se retrouver comme cela, tomber, mourir et ne pas pouvoir se défendre face, encore une fois, je ne parle pas des manifestants ou des jets de projectiles, je parle quand il y a des attentats terroristes, je parle quand il y a des personnes qui sont totalement radicalisées et hors de contrôle. Donc je le dis très clairement là-dessus, et ce projet de loi, il y a un certain nombre de propositions, c'est le projet de loi de M. Fauberg, qui vont dans le bon sens, que nous soutiendrons. Nous aurons aussi des amendements, des propositions pour faire en sorte tout simplement que dans notre pays, on retrouve davantage de sécurité et davantage de respect de l'ordre que ce que l'on a aujourd'hui, et c'est fondamental. Vous parlez d'amendements et de choses que vous aimeriez modifier dans le projet de loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels points il faudrait changer? On verra, on est en train d'en discuter, d'en débattre entre nous notamment, mais je pense que par exemple sur la question de la légitime défense, il y a des choses aujourd'hui qu'on doit pouvoir permettre. Je le dis aussi très clairement, je crois que, vous savez, quand j'ai eu cet échange il y a 2 jours avec les gendarmes, ils m'ont dit... Heureusement que depuis 2015, on a la possibilité de dormir avec notre arme. C'est terrible. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est terrible. Et ils m'ont dit oui, parce que sinon on vivrait avec la peur. Et donc je pense que ça, personne ne doit oublier cela. On n'oublie pas, mais pourtant avec ce projet de loi, on a un peu l'impression que maintenant aller manifester, c'est presque devenu un comportement suspect. Est-ce c'est pas un pas de plus vers un État policier? Mais pas du tout. Mais attendez, mais attendez. Comment est-ce que les journalistes pourraient faire leur travail pour couvrir les manifestations à ce moment-là? D'abord,
les journalistes font leur travail autant qu'ils le peuvent, et c'est tant mieux, et c'est absolument nécessaire. Et moi, je suis un grand défenseur de la liberté de la presse. Plus le droit de prendre en photo les policiers. Mais attendez, c'est pas une question de prendre en photo les policiers, c'est une question que vous avez vu quand même comme moi, que les réseaux sociaux, il y a une propagation qui peut être importante et qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Donc aujourd'hui, vous avez des policiers, je vous le dis très clairement, il y a des policiers qui sont reconnus parce qu'ils ont leurs photos sur tel ou tel réseau social et qui se retrouvent agressés. Et on a aussi des violences policières qui ont pu être prouvées grâce à ça. J'ai bien compris votre débat par rapport à ça, mais comprenez aussi l'autre réalité. Et celle-là, elle existe aussi, et vous pouvez ne pas la nier. Parce que la nier, c'est ne pas voir le réel. Et donc, ce que nous disons très clairement dans cela, c'est que, vous savez, ce n'est pas en montant les uns contre les autres. Et le droit de manifestation, en France, il est constitutionnel. Et je pense honnêtement qu'on est plutôt un pays où le droit de manifester est globalement largement accepté, et c'est tant mieux, et j'y suis pleinement favorable. Mais je dis aussi, dans le respect et la sécurité, et sans porter atteinte ni aux personnes ni aux biens. Merci Axel Rebaud, merci. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESG. On part maintenant à l'international avec les élections américaines. Ça y est, le vote est bientôt terminé. On aura dans la nuit une estimation du gagnant qui, de Joe Biden ou Donald Trump, deviendra ou restera président des États-Unis. Une élection qui s'avère aussi importante pour la France. On voit ça dans quelques instants. Juste avant, sur Fréquence ESJ, c'est Lost on You de LP. 20h49 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, c'est la dernière ligne droite avec vous, Damien Abad, président des députés Les Républicains. Et cette nuit, vers 3h du matin, les Américains devraient connaître le nom de leur nouveau président, du moins une approximation. Ils devraient, car cette année encore, plus que les précédentes, cette élection semble incertaine, même en ce qui concerne le bon déroulement du scrutin et des dépouillements. On fait le point sur le duel Donald Trump-Joe Biden avec Bastien Cochet. Damien Abad, qui souhaitez-vous voir gagner cette nuit ? Joe Biden. Joe Biden. Et qui pensez-vous voir gagner cette nuit ? Joe Biden. Joe Biden. Mais le problème, c'est que le seul modèle qui avait correctement prédit la victoire de Donald Trump en 2016 prédit là que ce sera encore une fois une victoire républicaine, donc de Donald Trump. Vous êtes pessimiste ? Peut-être. Après, j'ai cru comprendre quand même que la différence avec la dernière fois, c'est qu'il y avait une dynamique sondagière dans les derniers jours qui était favorable à Donald Trump, qui n'est pas forcément le cas là. La vérité, c'est quoi ? C'est que la question, c'est de savoir est-ce que l'impact de la crise sanitaire va influer sur le résultat ou pas. Voilà. Maintenant, on va regarder ça avec attention. C'est une élection un peu particulière où on peut gagner en voix et perdre en nombre d'électeurs. Donc c'est quelque chose qui est parfois incompris pour nous en France. Mais en même temps, j'ai le souvenir, lorsque j'étais président des Jeunes Centristes, d'avoir organisé ces nuits américaines qui sont toujours des moments de passion avec ces états en jeu qui basculent d'un côté ou de l'autre. Moi, vous savez, vous m'avez demandé un pronostic, donc je le fais parce que je ne fais pas de langue de bois, mais je ne peux pas vous donner à 100% que mon pronostic sera vrai. Et en cas de défaite, est-ce que vous pensez que Donald Trump cédera le pouvoir pacifiquement ? Parce qu'il a été très flou ces derniers mois, ces dernières semaines sur le sujet. Est-ce que vous pensez que finalement c'était que de la poudre aux yeux ? Je le souhaite. Et quand tout à l'heure vous m'avez demandé qui va gagner, j'avais envie de dire la démocratie. J'espère que ce sera la démocratie. Et j'espère que le résultat, quel qu'il soit, et quelles que soient l'étroitesse de son score, sera respecté par l'un comme par l'autre. Pour vous, aujourd'hui, l'Amérique, enfin en tout cas les États-Unis, c'est encore une grande démocratie ? Bien sûr. Parce qu'on peut voir beaucoup de pression de partis comme d'autres, des redécoupages de cartes électorales, ce genre de choses, ou des endroits où c'est très compliqué pour des jeunes, par exemple, qui votent plutôt démocrate, de voter. Pour vous, on respecte vraiment les règles ? Vous savez, toute démocratie est imparfaite, et aux États-Unis, c'est le cas. Il y a bien sûr des failles, des défaillances, mais ça reste une démocratie. Oui, très clairement. Moi, je ne bascule pas dans l'anti-américanisme. Je n'oublie pas d'abord ce que les Américains ont fait pour l'Europe. Je n'oublie pas non plus le rôle important, clé et stratégique des États-Unis dans la gestion du monde et dans la géopolitique. Et je n'oublie pas non plus l'importance, au-delà des relations diplomatiques et politiques, des relations, bien sûr, économiques entre nos deux peuples. Maintenant, oui, il y a certainement un certain nombre de failles, mais pour moi, les États-Unis oui, sont et restent une démocratie. Et si ça ne se passe pas bien, est-ce que vous pensez que la France, ou en tout cas des puissances étrangères, devraient mettre leur grain de sel dans cette histoire ? Si la situation aux États-Unis devient incontrôlable et qu'on a un Donald Trump qui refuse de quitter le pouvoir, est-ce que la France doit agir ? Franchement, je ne l'espère
j'espère pas, et j'espère vraiment pas qu'on va arriver à cette situation qui serait quand même une situation de chaos politique. Honnêtement, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Avec tout ce qui se passe, on n'a pas parlé, mais il y a la question du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est quand même un conflit extrêmement sensible, avec les menaces à l'égard de notre président de la République qui se font jour dans plusieurs pays du monde. Franchement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça, donc j'espère que chacun prendra ses responsabilités. On verra si ça se trouve l'écart sera suffisamment important pour qu'on évite ce genre de situation. Vous souhaitez voir Joe Biden remporter l'élection, mais est-ce que selon vous, ce sera un bon président ou c'est simplement une monnaie d'échange on choisit le moins pire? Malheureusement, l'avenir nous le dira. J'espère que ce sera un bon président. Après, qu'est-ce que c'est qu'un bon président vu de France, parce que bien sûr, il y a toutes les questions intérieures qui sont importantes, économiques, sociales, de protection sociale, de vie ensemble, mais il y a aussi toutes les questions internationales. Et c'est là où la France va avoir ce regard-là. Nous, on a besoin des États-Unis et d'une Amérique puissante et forte sur la scène internationale. C'est très important dans l'équilibre diplomatique. Justement, quel bilan vous faites de la relation France-États-Unis après ces 4 années avec Donald Trump? Au niveau des relations internationales, Donald Trump s'est plutôt retiré sur certains théâtres d'opération, a adouci certaines relations, par exemple avec la Corée du Nord. Pour vous, finalement, sur le plan international, il a un bon bilan? Non. Non, parce qu'il y a eu un repli sur soi, il y a eu une espèce d'isolationnisme américain, et je pense que le rôle des États-Unis, il est aussi de jouer sur la scène internationale, de peser dans les affaires du monde. Moi, j'aurais préféré qu'on aille plus loin, par exemple dans la conférence sur le climat. Pour vous, c'est pas mieux que les États-Unis redeviennent un pays un peu comme les autres et qu'il n'y ait plus cette espèce d'impérialisme? Vous savez, on n'est plus à l'époque de l'impérialisme, on est quand même dans un multilatéralisme aujourd'hui. Et quand vous voyez la puissance de la Chine, la puissance de l'Inde, la puissance du Japon, la puissance d'un certain nombre de pays émergents et de l'Europe, quand elle est capable de parler d'une seule fois, on est clairement dans un multilatéralisme mondial. Non, ce que je souhaite simplement, c'est que les États-Unis prennent leur part de responsabilité. Prenons 2 sujets très concrets. La question du climat et de l'environnement. On fait quoi sans le soutien des États-Unis ? La réalité, c'est qu'on a besoin, là aussi, les Américains, les Européens, d'agir ensemble sur ces sujets-là. Et deuxièmement, sur les conflits dans le monde. On voit bien, on a eu le cas plusieurs fois, à plusieurs reprises, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. Là, j'ai évoqué la question du Haut-Karabakh, mais sur beaucoup de sujets, beaucoup de conflits mondiaux, on a quand même ce rôle de stabilisateur et de régulateur qui est absolument fondamental. Est-ce que des États-Unis plus puissants, ça rendrait pas aussi une Europe moins puissante, avec moins d'influence? Non, mais l'Europe, elle doit d'abord se regarder soi-même. La vérité, c'est que pour être plus puissante et pour peser dans le concert des nations, c'est qu'elle doit parler davantage d'une seule voix. Alors il y a des choses qui ont été faites. Il y a aujourd'hui un haut représentant à la politique étrangère et de sécurité commune. Il y a des choses qui ont progressé dans l'Europe. Et moi je sais, quelqu'un comme Michel Barnier nous a beaucoup aidé là-dedans. Mais force est de constater aussi que l'Europe, parfois, elle est insuffisamment présente. Elle a des capacités de déploiement sur les théâtres d'opérations militaires qui sont parfois réduits. Elle a sa relation ambiguë entre, d'un côté, l'Europe de la défense, de l'autre côté, la protection par l'OTAN. Donc voilà, je dis simplement aujourd'hui que pour moi, les États-Unis doivent être nos amis et non pas nos ennemis. En France, en tout cas aux États-Unis en ce moment, on peut voir que les votes par correspondance font grand débat. En France, c'est beaucoup moins développé. Est-ce que vous êtes favorable à voir cette pratique se développer ou vous avez peur des dérives qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui? Je pense que si cette pratique est encadrée, elle est très utile. Surtout dans une période comme celle-là, de crise sanitaire. On a la question des élections qui seraient repoussées ou pas repoussées. Moi, je dis, facilitons, dématérialisons les procurations pour permettre à chacun d'avoir accès aux procurations sans aller dans une gendarmerie. Deuxièmement, le vote par correspondance, il mérite d'être étudié. Soyons un peu modernes et audacieux, y compris dans la démocratie politique. Merci Bastien Cochet. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est presque terminé. Le temps de faire un dernier point sur l'agenda politique de la semaine. Demain, Olivier Véran, le ministre de la Santé, est auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Commission qui rend compte de la gestion de la crise du Covid-19. Elle doit permettre de déceler les dysfonctionnements qu'il y aurait eu pour trouver des solutions. Stock de masques, gestion du confinement, stratégie de dépistage, tout y passe. Damien Abad, demain, est-ce que c'est le moment de faire cette audition d'un ministre en fonction alors qu'on est en plein dans la seconde vague ? Mais en fait, on n'a pas eu le choix du moment. D'abord parce que c'est pas nous qui présidons la commission d'enquête. Ensuite parce que cette audition a été reportée une première fois. Et enfin parce qu'elle se termine début décembre. Donc si on le fait pas maintenant... Et on ne peut pas repousser la date limite ? Mais si, c'est ce que je souhaite.
Simplement, c'est entre les mains de La République En Marche. S'il ne repousse pas la date limite, on n'a pas d'autre choix. Je regrette comme vous parce que je pense qu'on devrait aller plus loin dans cette commission d'enquête et qu'elle dure encore plus longtemps. Depuis hier et jusqu'à dimanche a lieu l'ATP de Paris-Bercy, donc un tournoi de tennis professionnel. Il se déroule évidemment à huis clos, tout comme le top 14 de rugby, le championnat de France qui regroupe les meilleures équipes professionnelles de rugby. Vendredi, Brive rencontre le Stade Toulousain. On l'a compris, le sport professionnel continue, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre à l'arrêt, Damien Abad, comme au premier confinement? Est-ce que c'est pas un risque? Mais partout, il y a du risque. Si on considère que c'est le confinement avec le travail, quand on mène une activité sportive qui est son travail, on doit pouvoir la préserver. Et moi, vous savez, je suis un grand supporter de l'US Oyonnax Rugby. Et donc, j'espère que même s'ils ne sont pas encore en top 14, ils pourront remonter. Et tout le monde regrette qu'on ne soit pas dans une ambiance avec un public et autres, ça. C'est difficile tout ça. Mais n'oublions pas que les sportifs, c'est leur métier. Pour nous, c'est une passion, pour nous, c'est un loisir. Mais pour eux, c'est une activité professionnelle. Et alors, ça, il ne faut pas l'oublier. La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, a expliqué chez nos confrères d'RMC n'avoir jamais envisagé que le sport professionnel s'arrête. Est-ce que c'est responsable ? Oui, alors après, j'aurais beaucoup à dire sur le bilan de Madame la ministre des Sports à la tête de son ministère, parce qu'on a entendu tout et son contraire. Mais oui, alors après, ce qui est vrai, pour être très honnête avec vous, c'est qu'on a beaucoup de contamination dans le milieu sportif. Ça, c'est une réalité. Dans les clubs sportifs, notamment, en tout cas, moi, je l'ai constaté dans mon département, c'est une réalité. Donc, il faut faire preuve doublement de vigilance, d'esprit de responsabilité. Mais n'oublions pas que c'est leur activité professionnelle, c'est leur métier aussi, et qu'un arrêt d'un an, même si ça peut paraître pour nous secondaire, pour eux, c'est aussi vital et essentiel. Alors très rapidement, dernière question de Damien Abad, une question que nous avons sélectionnée sur Twitter de Michaela. Elle vous demande si vous seriez prêt à vous présenter à la primaire de la droite en vue de 2022. J'ai cru que c'était la primaire américaine. La française. D'abord, je suis pas sûr qu'il y ait une primaire. Ensuite, je suis pas favorable au système des primaires parce que je pense que l'intérêt pour la droite, c'est qu'il y ait un candidat qui puisse se dégager. Et voilà, j'ai dit quelle était ma droite. Je crois une droite humaniste, sociale, proche des gens, moderne, audacieuse, qui sait se renouveler aussi sur le plan sociétal, qui parle aux jeunes, qui parle à toutes les générations. Et donc cette droite-là doit être portée, j'espère qu'elle sera portée par un candidat ou une candidate qui permettra de défendre nos couleurs et surtout de gagner l'élection présidentielle. Merci Damien Abad. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Damien Abad, merci d'avoir été avec nous. Demain, l'invité de Storytelling est Bruno de Stabenrath, auteur du livre L'ami impossible, un livre ou plutôt une lettre à son ancien ami Xavier Dupont de Ligonnès, qui est aujourd'hui toujours recherché pour le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Une interview à suivre en direct demain de 20h à 21h. Mardi prochain, on se retrouve avec un nouvel invité politique. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.